Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée de colloque donc consacrée à la notification des droits aux patients hospitalisés sans consentement en psychiatrie. Sujet immense, et nous sommes aujourd'hui tous réunis pour en débattre, en discuter. Je suis Anne-Sara Cartudo, je suis directrice de l'association Droit Pluriel, qui est à l'initiative de cette démarche, de cette journée, de ce projet, le projet Edgar. Alors je vais vous en dire quelques mots de la genèse de ce projet-là, et puis avant, je vous présente l'association Droit Pluriel. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Droit Pluriel, nous sommes une association qui se charge de la défense des droits des personnes en situation de handicap. On fait de la formation, et puis on a également une permanence juridique 100% accessible, gratuite, ouverte à toutes les personnes concernées par toute forme de trouble, situation de handicap, et on a une équipe de juristes permanente et 250 avocats bénévoles qui répondent. Et tout vient de là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a maintenant à peu près 2 ans, on a été sollicité par des personnes concernées, par leurs familles aussi, leurs aidants, et puis par les avocats, qui étaient inquiets du respect des droits des personnes hospitalisées en psychiatrie. Alors on a fait une petite enquête en interne, j'en profite, alors c'est moi qui ai cette lourde charge d'ouvrir le colloque et aussi de citer plein de noms avec plein de titres, et j'espère que je vais me tromper dans rien. Vous l'avez compris, je suis aveugle, j'ai pas de notes, alors pardon si je fais des erreurs. En tout cas, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui s'est mobilisée sur ce projet-là, à Droit Pluriel, et qui est présente aussi aujourd'hui pour vous accueillir. Mélissa, Mathilde, Quentin, Manon, et on a encore 2 personnes, je crois, on a Sophie, enfin voilà, Sébastien. Bon, merci à toute l'équipe qui s'est occupée de l'organisation de cette journée. Donc nous, on s'est inquiété de ce sujet des droits des patients hospitalisés sans consentement. Cette enquête qu'on a menée, enquête de terrain, qui a consisté à interroger les uns et les autres, on s'est dit qu'on n'était pas, nous juristes, seuls aptes à traiter, et on a souhaité s'associer avec d'autres partenaires. Donc on a fait appel au laboratoire de recherche du GHU, le groupement hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences, qui est représenté aujourd'hui par Paul Loudubuc, par Aurélien Troiseux, qui est directeur du laboratoire, qui est anthropologue, un projet qu'il a pris en charge à la suite de Emmanuel Jouet. Donc le GHU s'est associé avec nous, et puis on a été chercher aussi l'espace éthique Île-de-France, qui est représenté aussi aujourd'hui par Paul Dubuc, cette fois-ci, qui est philosophe. Donc j'en profite pour les remercier tous les deux de leur contribution, de leur implication, du plaisir aussi qu'on a eu à travailler tous les trois. C'est les 3 entités réunies sur ce projet-là. Et ensemble, on a lancé une recherche qu'on a confiée à un sociologue, Jean Bien-Aimé, que vous entendrez tout à l'heure, et qui s'est chargé de dresser un état des lieux de la situation des droits des patients, un état des lieux, et puis aussi de lancer des pistes, peut-être, pour réfléchir à une amélioration, pour que l'information sur les droits se déroule bien, se déroule mieux. On va en parler tout au long de la journée. Cette journée a 2 originalités. La première, qui est celle qui a caractérisé la démarche qu'on a lancée, c'est qu'on a voulu faire parler ensemble les 3 parties prenantes. Les 3 parties prenantes qui sont à ce moment crucial de l'entrée en établissement psychiatrique, c'est-à-dire les patients eux-mêmes, les pères aidants, les personnes concernées, d'une part, les soignants, d'autre part, et puis les professionnels du droit. On a voulu que ces 3 parties prenantes réfléchissent ensemble, qu'elles trouvent ensemble les points bloquants à la notification des droits, qu'elles réfléchissent aux mots aussi. On a passé beaucoup de temps à s'interroger sur les mots. Qu'est-ce que c'est qu'une notification
Est-ce que patient, c'est le bon mot? On a passé beaucoup de temps à réfléchir là-dessus et je pense qu'on en parlera. Et la deuxième originalité de la journée, c'est qu'on se place depuis la place des personnes concernées elles-mêmes. C'est vraiment ce qui nous importe aujourd'hui. Personnes concernées parce que qui, aujourd'hui dans cette salle, qui peut dire que jamais il, elle, sera concerné par cet épisode déterminant dans une vie qu'est l'hospitalisation sans consentement. Donc nous sommes tous concernés et c'est depuis cette place qu'on voudrait aborder ce sujet aujourd'hui. Alors, notre enjeu, c'est que soins et droits coexistent ensemble. Et nous sommes convaincus que l'un sans l'autre ne peuvent être efficaces et qu'il faut réussir à trouver les solutions pour qu'on arrive aussi bien à faire avancer l'un que l'autre, garantir les deux. Pour vous en parler de l'importance de cette coexistence, je donne la parole à Pascal Gibaud. Merci beaucoup, Adsa. Bienvenue à cette journée porteuse d'espoir à bien des égards. Je suis... on m'entend? Oui, on m'entend. Je suis Pascal Gibaud, usager de la psychiatrie, et j'ai envie de dire, comme vous, usager de la santé mentale. On a tous une santé mentale. Donc je suis également fils d'usager, aidé et aidant, et fondateur du Conseil d'entraide vivre, qui est un collectif de pères aidants bénévoles en situation de handicap, qui milite pour développer la pérédance collective dans tous les espaces de socialisation de notre société. Pour nous, l'entraide est la clé du faire ensemble. En tant que citoyens, nous pouvons tous devenir des conseillers d'entraide, des conseillers de vie. Cela est encore plus vrai lorsque l'on possède un savoir d'usage des services psychiatriques et une expérience personnelle des troubles psychiques. Rappelons qu'une personne sur 4 sera confrontée à un trouble psychique au cours de sa vie, selon l'OMS. Aussi, quelle légitimité pour contraindre une personne à se soigner? C'est une question fondamentale. Quel type de justification est légitime pour imposer des soins à une personne? Judith Chamberlain, survivante de la psychiatrie, disait « Rien sur nous sans nous ». Cette question touche à nos vies, nos droits et notre dignité. Là, j'ai une pensée pour les rédacteurs en fait, de la Convention des droits des personnes handicapées de 2006, ratifiée par la France en 2010, qui a donné raison finalement à Judith Chamberlain et qui consacre en fait un modèle du handicap basé sur les droits de l'homme. Alors, je vous pose la question, qui décide? Qui doit décider? Les termes utilisés, troubles, déficit, incapacité, méritent eux aussi réflexion. Ils me rappellent ce modèle médical du handicap, reconnu comme étant discriminatoire. Quand on parle d'incapacité, incapacité à consentir aux soins, à l'hospitalisation, à la contrainte, à l'isolement, à la contention, à l'obligation de soins. En France, un dispositif de soins sans consentement existe pour les patients qui n'ont pas conscience de leurs troubles. En 2018, cela concernait 82 000 personnes hospitalisées sans consentement, un chiffre qui dépasse celui des personnes incarcérées. Elles étaient 76 258 en mars 2024. En gros, ça ferait un stade de France qui accueillerait un match de rugby plein à craquer. C'est 80 000 personnes. Pour cela, il est important de garantir les droits en psychiatrie. C'est une question sensible et sociétale, et je salue l'initiative de Droit Pluriel et d'Anne-Sara Kertudo d'avoir organisé ce colloque et cette recherche. Il est essentiel de donner du sens à nos actions, en dépassant les formalismes et en nous appuyant sur les droits en psychiatrie. L'objectif? Construire une alliance thérapeutique orientée vers le rétablissement, pour que ne pas ajouter au poids de la souffrance psychique le traumatisme d'une prise en charge subie. Pour moi, le rétablissement en santé mentale est la clé pour une pleine citoyenneté. Le rétablissement, c'est sortir de l'isolement par la réactivation des droits créances, comme le droit à la santé. On pourrait dire santé d'abord,
comme le droit au logement, on pourrait dire aussi logement d'abord, comme le droit au travail ou le droit à la formation, travail d'abord, et le droit à agir. Nous devons encourager l'information accessible, la demande d'aide et l'adhésion aux soins, même sous contrainte, par une approche centrée sur le prendre soin. Nos amis anglo-saxons diraient qu'il faut mettre du care dans le cure, et j'ajouterais qu'il faut mettre de l'empowerment dans le care. Il s'agit de soutenir l'envie et la volonté des personnes concernées afin qu'elles retrouvent leur pleine citoyenneté et réintègrent la communauté. Se rétablir, c'est retrouver sa place à la table de la cité. Cela passe par l'activation de ses droits. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent colloque. Merci beaucoup Pascal. Sans plus tarder, on va laisser la place à la première table ronde. Un mot pour vous dire qu'il y aura une petite pause ce matin parmi les tables rondes, un petit peu raccourcie parce qu'on a pris du retard. Il y aura une pause déjeuner bien entendu, et cet après-midi, vous le savez, il y aura il y aura 2 demi-plénières, donc vous pourrez choisir votre sujet. Vous avez toute une équipe, et notamment à l'accueil donc de bénévoles qu'on remercie, et qui est à votre disposition si vous avez la moindre question, le moindre besoin. Merci, excellente journée.